C'est bizarre quand même, non, de se dire qu'on a tous un nom de famille. On se connaît pas, on est différents, mais on a tous ce point commun. Et les noms de famille, ils ont tous une histoire, une origine, et du coup, pourquoi est-ce qu'on en a un? À quoi sert-il? D'où viennent les noms de famille? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Habite-molle, le prout, le tocard, sac à vin, belle verge. On dirait des insultes, mais c'est des noms de famille. Alors ouais, il y en a certains qui sont carrément difficiles à porter, mais on ne juge pas. On connaît tous des noms de famille bien pourris, avec lesquels on a déjà fait des jeux de mots un peu nazes. Ça fait son originalité d'avoir un nom de famille atypique et quasiment unique. Car selon les derniers recensements, certains noms de famille sont pour le coup très connus et très portés. En France, le nom de famille le plus porté est Martin, avec plus de 200 000 familles Martin. En deuxième, on retrouve Bernard, avec plus de 100 000 familles à ce nom. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières explications à l'apparition des noms de famille. En effet, quand la population d'un pays augmente, c'est souvent compliqué à gérer, surtout quand tout le monde s'appelle pareil. On s'explique. Jusqu'au XIe siècle, les Français ne portaient que des noms de baptême, ce qui équivaut au prénom aujourd'hui. Et à partir du XIIe siècle, il a fallu changer les choses en raison du nombre d'habitants qui ne cessait d'augmenter en métropole. Pour vous donner quelques chiffres, on est passé, selon les estimations, de 6 millions de Français en 820 après Jésus-Christ à 12 millions en 1200. Et du coup, il fallait trouver une solution pour différencier tous ces nouveaux habitants. Donc là, on est au 11e, 12e siècle, il y a une explosion démographique. On doit alors avoir des noms de famille pour différencier les gens. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qui choisit de ce changement? Alors qui choisit? En fait, personne et tout le monde. Jamais personne n'a écrit quoi que ce soit en disant à partir de maintenant, outre le nom que portent les gens, c'était simplement le nom de baptême. Maintenant, on va donner un surnom qui va permettre de différencier les 5 Paul, les 12 Louis, les 14 Marie, etc. qui existent dans la localité. Et alors, donc les noms de baptême ne suffisaient plus? Trop de gens qui s'appelaient pareil ou est-ce qu'il y avait autre chose que ce simple fait démographique? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu autre chose. L'augmentation de la population s'est faite régulièrement et puis il a fallu un jour, les gens ont pris l'habitude de donner un surnom à leurs voisins, à leurs congénères. Pourquoi ça dérange moins qu'il y ait des homonymes complets, quoi? Il y a des Martin Dupont, il y en a plein de Martin Dupont. Ça peut déranger d'avoir un homonyme si la réputation de l'homonyme n'est pas vraiment flatteuse. Ouais. Et il y avait une association, je ne sais pas si elle existe encore, une association dans le temps des handicapés patronymiques. On a un ancien ministre, Nadine Morano. Son nom de jeune fille, c'est Pugel. Son papa, il n'est pas né sous le nom de Pugel. Il est né sous le nom de Pucelle. Ok pour l'origine des noms de famille, on a compris. En revanche, ensuite, il a bien fallu le choisir, ce nom de famille. Et là, évidemment, il n'y avait pas de hasard, ça aurait été encore plus le bordel. En fait, il y a eu 4 manières avérées pour choisir son nom de famille. Et avec ça, on va même comprendre pourquoi il y a autant de Martin aujourd'hui en France. La première manière est de prendre le nom de son père, d'où le mot patronyme. Très simplement, à l'époque, si ton prénom c'est Martin et que ton père s'appelait Alain, tu deviendras alors Monsieur Martin Alain. Voilà, plutôt simple. Et pour les Martins très présents aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque, beaucoup de pères s'appelaient Martin et ont donné leur nom à leurs enfants. Sinon, une autre façon de choisir son nom de famille, c'était simplement de prendre le métier que tu exerçais à l'époque. Si tu étais forgeron ou boulanger, eh bien tu devenais Monsieur Alain le forgeron ou Monsieur Alain le boulanger. Plutôt facile à suivre. Tu pouvais aussi piocher dans tes surnoms ou tes petites particularités physiques. Si t'étais connu pour quelque chose, genre ta taille, ton poids, la couleur de tes cheveux, l'odeur de tes pieds, tu pouvais très vite devenir Monsieur Pierre le Grand, Monsieur Pierre le Gros, Monsieur Pierre qui pue. Donc mon gars, je peux te dire qu'à cette époque, il fallait plutôt faire gaffe aux surnoms qu'on te donnait. Parce que très vite, d'un petit le gros à la cour de récré, tu pouvais pourrir des générations entières. Enfin, le lieu où tu habites ou l'endroit où tu es né pouvait décider de ton nom de famille. Donc, imaginons, tu pouvais décider de t'appeler Martin le Breton ou Martin Savoie. Et le truc pouvait aller plus loin aussi. Imaginons, tu habites près d'un pont, tu deviens donc le célèbre Martin Dupont. Voilà, on le disait, tout ça n'était pas très original, mais terriblement efficace pour différencier les gens. Aujourd'hui, plus de 900 ans plus tard, c'est un peu compliqué de remonter jusqu'à la première personne de son arbre généalogique. Avec les mariages, les familles recomposées, les migrations géographiques, les changements d'orthographe, c'est un peu compliqué de retrouver tous ses ancêtres. Surtout quand on sait que les premiers livrets de famille, qui servent, on le rappelle, à justifier de son propre état civil, ne sont arrivés qu'en 1877, soit environ 700 ans après l'arrivée des premiers noms de famille. On a expliqué l'origine historique, on est 700 ans, 800 ans plus tard, arrive le livret de famille en mars 1877. Pourquoi ça arrive aussi tard? Ça arrive aussi tard parce qu'il a fallu donc prendre conscience qu'on avait besoin de
fixer un état civil. Parce qu'auparavant, il faut penser, quand on remonte dans les temps très anciens, c'était les religieux, les curés qui tenaient les registres paroissiaux. La Révolution française est arrivée, c'est la création des mairies. On s'est aperçu d'un besoin pour fixer un peu plus l'état civil des gens. Et puis la destruction de l'état civil parisien a fait qu'on s'est dit « Oula, il faut vraiment maintenant que chaque citoyen, chaque couple, chaque famille possède un livret ». Tout ça, c'est tout un processus qui s'est mis en place en France et qui a fait que le nom de famille a pu après se fixer grâce à ça. C'est utile de remonter tout son arbre généalogique? À quoi ça sert? Qui vous demande peut-être de remonter son arbre? Ça peut répondre à un besoin d'avant-mémoire, puisque nous, actuellement, on se rend compte qu'on a la mémoire, on connaît ses parents, soi-même, ses parents, ses grands-parents, mais au-delà. Ça va pas plus loin. C'est difficile. En fait, après, on a un besoin de retour aux sources, de comprendre d'où on vient, qui on est et où va-t-on. Et à l'étranger, comment ça s'est passé? Tous n'ont pas fait comme la France, évidemment. En Chine, par exemple, c'est le pays à avoir utilisé le plus tôt les noms de famille depuis 5000 ans environ. Et petite particularité, les Chinois portent leur nom de famille devant leur prénom. Autre exemple, le Japon, à la fin des années 1800, l'empereur a décidé que tout le monde devait avoir un deuxième nom. Des villages entiers ont alors pris le même nom et la plupart sont des lieux géographiques. C'est pour ça qu'au Japon, aujourd'hui, il n'y a que quelques milliers de noms différents. Et voilà pour la petite histoire des noms de famille, on vous met tous les liens en description si jamais vous voulez plus d'infos. Et surtout, dis-nous en commentaire quel nom de famille toi t'aurais inventé si t'étais là au XIIe siècle. Ça m'intéresse. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, mets-y un like, un commentaire, partage-la. Et nous on vous dit à la prochaine.